Les États en font-ils assez contre l'optimisation fiscale agressive des multinationales? On en parle avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste au point, alors les Français exigent, on va dire à juste titre, plus de justice fiscale et ça passe notamment par une taxation, on va dire, juste normale des grands groupes, des grandes multinationales dans les pays où ils sont, où ils opèrent, ce qui n'est pas évidemment pas toujours le cas. Déjà, est-ce que la France, il y a souvent ce débat-là, est vraiment en pointe sur ce sujet-là? Parce qu'on reproche souvent, on dit « Ah, la France, est-ce qu'elle en fait assez ?» La France essaie d'en faire le maximum dans l'environnement où elle opère, c'est-à-dire que si on veut taxer davantage les multinationales, il faut une négociation internationale, demander à d'autres pays de revoir les règles qui permettent d'imposer les multinationales. Et dans ce contexte, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Bruno Le Maire est allé assez loin, puisque vous savez que la taxe sur les grandes entreprises du numérique a été votée au Parlement. Donc il va y avoir une taxe qui va rapporter... 3% la taxe. 3%, je crois, qui va rapporter 450 millions d'euros. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est on est parmi les pays d'Europe qui en font le plus, puisqu'on a décidé de façon unilatérale, en attendant qu'une éventuelle négociation internationale aboutisse, de passer en force et d'imposer une taxe sur le chiffre d'affaires, ce qui n'est pas l'idéal. Ça veut dire qu'on ne prend pas les résultats de l'entreprise, on ne regarde pas les résultats de l'entreprise, mais on taxe un peu aveuglément à partir juste des ventes opérées par l'entreprise. Ouais. Ce qui nous a valu d'ailleurs des menaces de la part des États-Unis qui nous disent que ce n'est pas conforme aux règles de taxation internationale et qu'on n'a pas le droit de faire ça et que ça pourrait entraîner... peut-être des rétorsions, etc. Tout ça est pour l'instant assez flou, mais en tout cas, si cette taxe devait être pérenne, les États-Unis pourraient en être fâchés. Ouais. On peut dire ou pas d'ailleurs qu'il y a une prise de conscience de la part de la majorité des États du monde pour mener cette guerre de manière commune, même si les intérêts ne sont pas toujours convergents? Bien sûr, ce qu'on voit, c'est justement les gens ne savent pas assez que les États ont quand même pris conscience de ça depuis, grosso modo, l'éclatement de la crise financière qui a entraîné de gros problèmes de rentrée fiscale pour les États, forcément, puisque l'activité économique s'effondrait. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes, de trous dans le système fiscal international, notamment sur les particuliers. On s'est d'abord attaqué au secret bancaire, à l'évasion fiscale des particuliers. Ça a été plus ou moins, c'est plus ou moins mené à son terme. Maintenant, les États qui ont des ressortissants, qui ont des comptes dans d'autres pays, peuvent savoir un peu en temps réel ce qui se passe dans la plupart des juridictions. Savoir ce qui se passe en temps réel sur le compte, si vous avez tout d'un coup une grosse rentrée d'argent, savoir la balance du compte à la fin de l'année, etc. Donc ils peuvent tout observer. Maintenant, il faut que les fiscs se dotent des moyens d'analyser ces masses de données pour lutter contre la fraude fiscale, pour le coup la fraude fiscale des particuliers. Et puis après, les dirigeants du G20, dans le cadre du G20, se sont dit... les particuliers, c'est quoi en termes d'années, de calendrier? C'est plutôt c'est juste après la crise 2010, 2012, 2014. Voilà, ça a pris du temps, ça a été lancé en 2009 et puis ça a évolué. Regardez, la France a eu cette cellule de régularisation avec la fin du secret bancaire suisse. On les a alertés, on leur a dit revenez en France, remettez vos avoirs en France, vous aurez une pénalité mais qui sera moindre, etc. Donc rentrée, il y a eu quand même plusieurs des rentrées fiscales de plusieurs milliards d'euros. Je ne sais pas si on se rappelle de Michel Sapin qui tous les ans annonçait la cellule de régularisation qui s'appelait le STDR. Il annonçait des rentrées fiscales supplémentaires. Alors évidemment, un fraudeur pourra toujours, s'il fait des montages extrêmement compliqués, arriver à compliqué, opaque, dangereux. Enfin, je veux dire, opaque, dangereux, qui passe par plusieurs juridictions de plus en plus loin, de plus en plus risqué pour lui. Il pourra toujours arriver peut-être à cacher un peu d'argent, mais c'est beaucoup plus compliqué et surtout pour le commun des mortels, ça devient de plus en plus difficile. Et ce process-là, évidemment, met du temps, c'est-à-dire qu'on signe des accords, ensuite on les fait rentrer en application, on convainc de plus en plus de juridictions et d'États de rentrer dans ces accords, donc de permettre de surveiller les comptes bancaires de tout le monde. Donc tout ça, ça se fait étaler sur des années. Il y a des accords qui sont rentrés en vigueur en 2017, en 2018. Ensuite, il faut que les fiscs augmentent leurs moyens pour monitorer, pour surveiller, les comptes bancaires des gens. Et donc, au bout d'un moment, ça va devenir totalement opérationnel. Et donc là, on est le plus avancé, c'est sur la fraude fiscale des particuliers. Oui, et ensuite, dans un deuxième temps, on a lancé le mouvement sur l'optimisation fiscale des entreprises. On s'est rendu compte que les règles fiscales internationales qui permettaient de ne pas taxer
que les États ne taxent pas plusieurs fois la même entreprise. En fait, c'était finalement avait été détourné avec la mondialisation, avec la libre circulation des capitaux, ça avait été détourné pour qu'il n'y ait plus d'imposition pratiquement sur certaines entreprises. Et qu'il y ait un décalage mais, violent et anormal entre l'activité réelle, notamment des GAFA, d'un Google en France, pardon de citer lui, mais on pourrait en citer d'autres, ou d'un Facebook. Il n'y a pas que les entreprises du numérique. On pense à l'employé. Non, mais l'idée, le concept, c'est-à-dire que par rapport à l'activité réelle, l'imposition ne colle pas par rapport à leur activité réelle dans notre pays. Il y a des impôts, ils payent des impôts, mais ils ne payent pas des impôts là où ils opèrent. Et donc, il y a des pays entiers qui se retrouvent avec très peu de recettes fiscales. Par exemple, la France, Google opère en France, vend sur son moteur de recherche des liens publicitaires à des annonceurs, etc. Mais tout le profit, en fait, remonte en Irlande et même auparavant, il passait de l'Irlande à un paradis fiscal et c'était stocké dans un paradis fiscal jusqu'à ce que Trump décide de faire sa grande réforme fiscale aux États-Unis. On sait que l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, c'était 35%. C'est 21%. C'était un des plus élevés de l'OCDE. Il est passé en un an, en une fois, de 35 à autour de 21%. Et donc, ça coûte très cher, le Congrès s'est dit ça coûte très cher en termes de déficit budgétaire, des rentrées fiscales qui n'arrivent pas. Et donc, il faut trouver un moyen d'élargir la base fiscale. Et donc, les États-Unis se sont dit comment on va lutter contre l'optimisation fiscale, notamment les multinationales qui localisent du profit dans les paradis fiscaux, il faut qu'on l'évite. Et ils se sont dit, nous, on est les États-Unis, on a la force d'imposer un impôt minimal dès qu'une juridiction prendra moins de 13% d'impôt. Eh bien, nous, les États-Unis, on va prendre la différence entre ce taux d'imposition et 13%. 13%, ça reste raisonnable en plus. Ça reste raisonnable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vient des Américains. Il y a eu un revirement sur cette question de l'optimisation fiscale et il n'est pas venu... On aurait pu se dire c'est par Obama, non, c'est par Trump. C'est au contraire, Obama bloquait et Trump est arrivé et avec sa réforme fiscale, du jour au lendemain, il s'est dit… Et pourquoi il a fait ça pour le coup? Parce que ce n'est pas pour le bien-être du reste du monde. Non, effectivement, et c'est ça qui est drôle. Enfin, l'expert français Pascal de Saint-Amand qui mène la négociation au niveau international dans le cadre de l'OCDE, il raconte qu'il y avait des négociateurs chinois qui n'en revenaient pas quand les Américains ont changé leur position et ont commencé à soutenir une taxation dans les pays où la consommation se fait, c'est-à-dire pour les multinationales américaines, là où elles opèrent sur les marchés en Europe, peut-être en Chine plus tard, etc. Donc vraiment, c'était un revirement de position inattendu. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'ils se sont dit, nous les États-Unis, en fait, on est un grand pays qui produit beaucoup encore, mais surtout, on est un grand pays de consommation, on est en déficit commercial, on a des entreprises qui opèrent partout, mais on a beaucoup de consommateurs américains qui consomment des produits qui viennent de partout. Et donc, finalement, avec notre réforme de la fiscalité, on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a plus intérêt à taxer la consommation chez nous. Et donc, ils ont dit aux Européens, vous voulez réformer les règles pour les GAFA parce que effectivement l'optimisation est particulièrement importante sur ces sociétés, mais ne vous limitez pas aux GAFA, vous allez faire ça pour toutes les sociétés. Il faut que vous récupériez des droits à imposer. Et ils se disent, nous aussi au passage, on va récupérer des droits à imposer. Ils seront plus importants d'ailleurs pour les Américains que pour le reste du monde. Sans doute, sans doute. Ça c'est. Alors l'évaluation de éventuellement basculer aujourd'hui. L'impôt est réalisé, enfin on prend l'impôt là où est située la propriété intellectuelle, là où l'entreprise a localisé son siège social, fait remonter tous ses profits, etc. Demain, ça sera vraiment dans les pays, si ça se fait, dans les pays où elle opère vraiment, où elle fait vraiment des activités, peu importe si elle a vraiment une grosse équipe dans le pays. Par exemple, Google en France. Tout est opéré à partir de l'Irlande, mais il faudra quand même payer des impôts en France. Si ça se fait, ça va répartir les droits à taxer de tous les États du monde, et donc ça demande des évaluations qui sont encore dans les limbes de la part de l'OCDE, et il y a plein de pays qui ne savent pas exactement s'ils vont gagner ou s'ils vont perdre. Et la France est un peu dans ce cas, c'est-à-dire qu'au départ, Bercy, au ministère de l'Économie et des Finances, ils étaient quand même très sceptiques sur le côté… Pourquoi on serait perdant côté français ? Parce qu'on a plein de multinationales qui font beaucoup de profits à l'étranger, qui opèrent sur des tas de marchés mondiaux, et qui remontent des profits en France et sur lesquels elles payent des grosses sommes. Donc on voit toujours le verre à moitié vide, les entreprises qui ne payent pas assez, les entreprises américaines, etc. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'on a des entreprises qui opèrent sur tous les marchés mondiaux et qui rapatrient des profits françaises.
qui opèrent donc, à l'étranger, qui rapatrient les profits en France et qui sont taxés en France à un taux d'impôt sur les sociétés qui est encore assez élevé. Et donc les autres pays seront dans leur bon droit pour dire nous, on veut un petit morceau aussi. Exactement, les pays émergents, les pays comme l'Inde, comme la Chine, etc. Et donc pour la France, on ne sait pas trop si au final… Voilà, on ne sait pas trop. Et donc Bercy, là, ces derniers temps, nous ont dit, dans l'entourage de Bercy, on dit, voilà, les Américains nous ont montré certaines données, nous ont fourni des données qui nous laissent penser que on pourrait s'en sortir, ça pourrait nous être favorable aussi. Il faut encore une fois que les détails soient connus, parce que tout ça, je résume ça, mais c'est évidemment extrêmement complexe. Donc en fonction exactement des paramètres qui seront retenus, il y a des États qui pourront être perdants et des États gagnants. Il y a évidemment tout un tas de pays qui ne veulent absolument pas ce genre de choses. C'est l'Irlande, c'est les Pays-Bas, toutes les petites économies ouvertes qui ont joué depuis les années 80 sur l'ouverture, sur la mondialisation, pour faire des règles fiscales très attractives, pour localiser les sièges sociaux des grands groupes, pour localiser les propriétés intellectuelles des grands groupes. À suivre le mouvement, et là où on se dit, mais est-ce que tout ça risque pas d'être bloqué justement par ces petits pays qui n'ont pas intérêt à y aller? Oui, mais alors effectivement, c'est pas sûr que la négociation aboutisse. C'est un processus très complexe. Même si sur le papier comme ça, la Chine et les États-Unis peuvent avoir plus ou moins les mêmes intérêts, évidemment, dans la négociation, il y aura des moments où ils vont s'opposer, etc. Donc un accord n'est pas du tout sûr. Mais ce qui augmente les chances d'un accord, encore une fois, c'est à nouveau le rôle des États-Unis. Et d'ailleurs, comme ils l'avaient fait sur les particuliers, c'était eux qui avaient eu un rôle moteur. Si les États-Unis sont favorables à ce mouvement, ça peut contraindre pas mal d'États, puisque les États-Unis, vous savez qu'ils appliquent l'extraterritorialité de leurs droits, ils ont des moyens de pression sur des États qui sont énormes, et donc à un moment, 2 tout petits pays, ou 3 tout petits pays, ou une dizaine de tout petits pays, bloquer toute une réforme sur laquelle les grands pays seraient d'accord, c'est quand même très compliqué. C'est un chantier homérique, ça tombe bien parce que cette semaine, justement, dans le cadre de l'OCDE, il y a un programme de travail, on va phosphorer, après on se dit ça fait longtemps que ça phosphore. Alors ça traînait justement jusqu'à aujourd'hui, ça traînait beaucoup puisque les États-Unis étaient opposés à ça. Donc c'est vrai qu'on se dit depuis plusieurs années, il n'y a plus grand-chose. Il y a eu 15 mesures qu'on appelait BEPS pour un acronyme anglais qui voulait dire lutte contre l'érosion des bases fiscales. Et ces 15 mesures ont été appliquées. Il va y avoir un premier bilan qui va être tiré en 2020 et les experts pensent que ça a permis de ramener de l'argent dans les pays européens, etc. Mais un accord final justement, un accord final entre tous les grands États là-dessus. La nouvelle étape, c'est a priori fin 2020, on devrait avoir quelque chose qui serait prêt et qui pourrait être opérationnel assez rapidement après. Donc fin 2020, on pourrait avoir un nouveau système de fiscalité internationale avec qui ne serait pas la fin de l'optimisation fiscale. Qui ne serait pas la fin de l'optimisation fiscale, bien sûr, puisqu'il y aura toujours des paradis fiscaux, comme je vous expliquais. Mais il y a une meilleure répartition des droits à imposer. Et par ailleurs, le système américain qui consiste à imposer un minimum, même les paradis fiscaux, ceux qui ne veulent pas mettre de fiscalité, etc. Ce principe devrait être repris, c'est le second pilier de la négociation. Ce principe devrait être repris et tous les États devraient pouvoir imposer au minimum un certain taux qui devra être défini, même les entreprises qui mettent des branches dans des paradis fiscaux et qui pensent pouvoir échapper au fisc grâce à ça. Voilà, donc c'est passionnant, voilà, le feuilleton continue. Quand les États partent en guerre contre l'optimisation fiscale, c'est à retrouver cette semaine dans Le Point, article que vous avez sur le site internet sur le site web du Point, article écrit par Marc Vignot du Point. Merci David. Merci Marc.